Les propositions Gorbatchev sur le désarmement en Europe dominent le sommet franco-allemand qui se tient actuellement à Paris. Une vingtaine de militants nationalistes arrêtés en Corse. La police saisit des armes, des explosifs et une liste de victimes désignées. Ouverture cette nuit de la Coupe du Monde de rugby en Nouvelle-Zélande. Ce sera en direct sur Antenne 2 dès 5 h du matin demain. Et puis ce jeudi 21 mai, encore un jour de détention pour les otages français au Liban, Marcel Fontaine et Marcel Carton. Jean-Paul Kaufmann et Jean-Louis Normandin n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. Le désarmement au cœur du sommet franco-allemand qui se déroule en ce moment même à Paris. Un sommet en principe de routine avec notamment les dossiers économiques à 3 semaines de la réunion des pays les plus riches du monde à Venise. Pourtant, ce qu'on retiendra du sommet d'aujourd'hui, c'est d'abord la recherche d'un accord ou du moins d'un rapprochement des points de vue entre Paris et Bonn sur les propositions Gorbatchev. Il faut en effet se souvenir que si la France défend sa dissuasion nucléaire, l'Allemagne s'est jusqu'à présent satisfaite du parapluie atomique américain. Georges Bortelis suit pour nous ce sommet. Trompe de chasse aujourd'hui à l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne en l'honneur de la fête nationale allemande qui tombait le même jour que ce sommet franco-allemand. Sur le fond, les problèmes franco-allemands proprement dits n'ont été que peu ou pas traités entre le chancelier Kohl d'une part, messieurs Mitterrand et Chirac d'autre part aujourd'hui. Le grand sujet de ce premier jour de la rencontre franco-allemande, ça a été les propositions de désarmement de M. Gorbatchev. Vous savez au fond qu'il y a deux propositions de M. Gorbatchev. Il y a la proposition dite d'option zéro, c'est-à-dire d'élimination des missiles à moyenne portée de 1000 à 5000 km. Et il y a une deuxième proposition Gorbatchev, dite proposition d'option double zéro, qui étendrait l'élimination des missiles à ceux qui ont une portée inférieure de 500 à 1000 km. Et cette deuxième proposition a quelque peu divisé la coalition gouvernementale allemande, les chrétiens démocrates n'étant pas pour et les libéraux de M. Genscher étant plutôt pour. M. Mitterrand a apporté aujourd'hui une contribution à ce problème en disant que pour sa part, a priori et sous réserve des contrôles nécessaires, il était plutôt pour la seconde proposition de M. Gorbatchev, qu'il était donc lui aussi plutôt pour l'option double zéro. Après l'attaque meurtrière d'une frégate américaine dimanche dans le Golfe, voici maintenant l'Amérique qui doute de sa marine. Personne ne comprend comment un avion irakien a pu ainsi surprendre la vigilance d'une armée qui se considère comme la meilleure du monde. Interrogation et inquiétude aux États-Unis que nous détaille maintenant Jacques Abouchard. 35 cercueils portés par des marins rescapés de la frégate Stark vers l'avion qui devait rapatrier aux États-Unis les corps des victimes dont 2 sont portés disparus. Le commandant du navire, Glenn Brindle, présidait la brève cérémonie à Bahreïn avant de s'adresser à la presse. J'ignore, a-t-il dit, si la catastrophe est de ma faute. J'ignore s'il y a eu défaillance de l'équipage ou des équipements du bateau. L'officier n'a fourni aucune réponse aux questions que l'on se pose à Washington sur l'inexplicable passivité du navire. Les radars de bord avaient pourtant repéré le Mirage irakien à 350 km de distance. Le Stark est équipé de canons à tir ultra rapide qui n'ont à aucun moment été braqués vers l'assaillant. Selon le commandant Brindle, le missile Exocet a été repéré quelques secondes seulement avant de frapper sa cible. Toute parade était alors impossible pour éviter la catastrophe. Les États-Unis ont pris le deuil de leurs marins disparus. Les drapeaux sont en berne, surtout les bâtiments publics. L'émotion et la colère des Américains se doublent d'un sentiment d'incertitude quant à la mission même de l'US Navy dans le Golfe Persique. Plusieurs membres du Congrès ont déjà brutalement posé la question. Devons-nous risquer d'autres vies américaines pour veiller à l'approvisionnement en pétrole de l'Europe et du Japon? Ce à quoi Ronald Reagan a déjà répondu, c'est notre responsabilité de grande puissance de protéger nos intérêts et ceux de nos alliés. Y renoncer serait faire le jeu du Kremlin. Pour comprendre cette affaire, il faut savoir que les armements de plus en plus sophistiqués ont maintenant considérablement réduit le temps de réaction qui permet en principe de se protéger contre une telle attaque de missiles. Dans le cas de la frégate américaine, c'était une affaire de secondes, mais aussi d'état d'esprit. Philippe Dumez. Un missile Exocet fonce à 800 km/h sur sa cible. Rien ne paraît pouvoir l'arrêter. Pourtant, un certain nombre de moyens existent pour repérer un tel agresseur, à commencer par les radars comme ceux des avions de surveillance AWACS. Cela permet de détecter un Exocet même volant au ras de l'eau avec un délai maximum de 10 minutes. Il est alors possible de le détourner en envoyant une cible fictive,
faites de paillettes de métal par exemple. Deuxième moyen, lancer un missile antimissile. La marine française est équipée de missiles Crotale qui, envoyés par deux, sont efficaces à 96%. Mais pour utiliser ce système, il faut réagir en moins de 2 minutes. Troisième et ultime moyen de défense lorsque le missile est en vue, les mitrailleuses ultra rapides qui, à raison de 2000 ou 3000 coups à la minute, forment un écran difficilement franchissable. Mais aucune défense n'est parfaite. On l'a vu dans le golfe Persique et pendant la guerre des Malouines, où 2 bateaux très modernes ont été touchés. Un très gros coup de filet en Corse dans les milieux nationalistes. Une vingtaine de personnes arrêtées, des armes, des explosifs, des uniformes saisis et surtout une liste de cibles et de victimes désignées. C'est une enquête d'Henri Bodiguel. Des cagoules, des effets militaires, 101 kilos d'explosifs, 80 charges préparées, ce sont les boîtes de jus de fruits que l'on aperçoit. Un fusil mitrailleur, un fusil à pompe, bref, un arsenal pour le moins impressionnant. Et puis, surtout, des tracts du FLNC, des documents dont l'authenticité n'est pas mise en cause par les enquêteurs, dont le préfet, Marcel Morin. Il s'agit d'un certain nombre de documents d'identité qui ont été volés et une importante documentation relative à la vie clandestine de cette cellule terroriste qui agissait sur le secteur que j'ai dit. Il s'agit du secteur de Sagone, une station balnéaire située au nord d'Ajaccio. Après 6 mois de surveillance et de filature, la police a procédé mardi dernier à l'interpellation d'une vingtaine de personnes, dont les identités n'ont d'ailleurs pas été révélées. Elles sont aujourd'hui accusées de tentatives d'attentat et de reconstitution de ligues dissoutes et sont soupçonnées d'avoir organisé les Nuits Bleues d'octobre 86, de février et de mars 87, en tout une 50aine d'attentats. Mais il est trop tôt encore pour affirmer qu'il s'agit là du coup le plus sérieux qu'on ait porté au terrorisme en Corse. Je pense que nous avons marqué un coup, nous avons réussi à retirer entre les mains de ces gens plus de 100 kilos d'explosifs qui auraient conduit à plusieurs centaines d'attentats. Nous avons mis hors d'état de nuire une équipe efficiente. Je trouve que c'est un résultat satisfaisant. Je ne pense pas pour autant que nous en avons terminé. Et il va y avoir encore sûrement d'autres destructions, mais je souhaite aussi d'autres arrestations. C'est samedi matin, au terme de la garde à vue, qu'on connaîtra les noms de ceux qui feront l'objet d'arrestations. Ceux qui seront inculpés seront alors transférés à Paris pour des raisons de sécurité. Et s'il y a procès, il faut s'attendre à ce qu'ils comparaissent devant la 14e section du tribunal de Paris, c'est-à-dire devant la cour chargée de juger les crimes terroristes. Oui, et puis pour Charles Pasqua, le ministre de l'Intérieur, c'est donc une très grosse prise qui prouve que le travail des policiers porte ses fruits. Monsieur Pasqua qui se rendra en Corse les 15 et 16 juin prochains. La lutte contre le terrorisme, c'est aussi l'arrestation d'un 4e Italien, membre présumé d'une organisation proche des Brigades Rouges. Ces brigadistes, donc ces 4 brigadistes arrêtés en France, seront extradés dans leur pays. C'est ce qu'elle a encore annoncé tout à l'heure, monsieur Pasqua. Et puis il y a aussi le verdict dans le procès du GAL, le groupe antiterroriste de Libération, qui s'est tristement illustré en faisant en France la chasse aux nationalistes basques. 3 membres de ce GAL ont été condamnés hier soir à 20 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat d'un journaliste nationaliste basque. C'était à Saint-Jean-de-Luz à la fin du mois de mars 1985. Le cas d'un 4e a été disjoint. Il est soupçonné d'être le commanditaire du crime. Sur les réactions à ce verdict, voici les précisions de Patrice Velay. 3 fois 20 ans, des maxi-peines pour 3 petits truands à la solde du GAL. 3 mercenaires du terrorisme, des tueurs à gages, payés 100 000 francs chacun pour l'assassinat d'un journaliste basque en mars 85. Au cours de l'audience, pas de révélation sur les commanditaires de l'opération. Pour les accusés, une seule loi, le silence. Pourtant, dans les débats, un homme est apparu comme l'organisateur du commando. Guy Cantaverena, 50 ans, le 4e accusé. Il aurait été chargé de recruter les tueurs, mais par qui? Il n'a pas été condamné. Les magistrats ont demandé un complément d'information sur ses contacts et ses activités en Espagne. Un mystérieux doudou aurait commandé et financé l'assassinat. Objectif pour la justice française, remonter les filières du GAL, au-delà des Pyrénées. Une enquête impossible sans la collaboration du gouvernement espagnol. Ce gouvernement devra prendre position très vite, au moment où la police française joue le jeu de la lutte antiterrorisme, en reconduisant à la frontière de nombreux Basques espagnols.
Ce matin encore, une expulsion selon la procédure d'urgence, la 60e en quelques mois. La 9e audience du procès Barbie avec la suite des témoignages sur la rafle de la rue Sainte-Catherine en février 1943. Pour la première fois depuis hier, ce sont les témoins qui viennent maintenant raconter ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont vécu. Le procès qui prend du même coup une autre dimension, celle de l'émotion. Compte rendu d'audience avec Paul Lefebvre. Dans ce procès, il y a un dialogue muet, d'une force étonnante. Je pense d'ailleurs que ce dialogue est le procès. Les jurés, 4 femmes, 5 hommes, moyenne d'âge 40 ans, les yeux fixés sur ceux qui racontent, 65-75 ans. Dans le petit espace qui sépare la barre de la cour, quelques mètres carrés, plus rien n'existe finalement qu'une génération qui transmet à la suivante ce qu'il ne faut pas oublier. Dans le silence pétrifié de la salle, rien aujourd'hui n'est plus douloureux que d'entendre une vieille dame aux cheveux blancs qui pleure et qui s'excuse de le faire et qui s'excuse encore à la fin de citer lentement les noms de ses amis disparus, jetés à 18 ans dans le crématoire. Des noms qui s'accrochent au silence comme s'ils étaient gravés dans la pierre d'un monument. Un homme aussi, pris rue Sainte-Catherine dans la Nasse, il dit « Mon frère a tout de suite été identifié comme juif. Moi, j'avais de faux papiers français. Nous avions la même bague, j'ai enlevé la mienne. Ensuite... » J'avais peur d'être repris. Je suis revenu à la maison. On avait une petite chambre à Villeurbanne où nous étions tous entassés, sans aucune commodité. J'ai dit à mes parents et à mes sœurs que mon frère n'est plus de seconde. Excusez-moi. Et nous avons fait la prière des morts. Et puis une phrase en forme de bouffée d'oxygène, la rage d'un SS en 1943 parlant de nous. Quel maudit pays! On ne peut pas y distinguer un juif d'un non-juif. La chute d'un symbole, Otélio de Carvalho, la figure la plus célèbre sans doute de la révolution des œillets au Portugal, vient d'être condamné à 15 ans de réclusion par un tribunal de Lisbonne. Il était accusé de diriger un mouvement clandestin d'extrême gauche qui a revendiqué une vingtaine d'attentats et une douzaine d'assassinats. Le procès a duré près d'1 an et il a agité bien des passions au Portugal. Philippe Gassot nous brosse maintenant le portrait de cet homme hors du commun. Otélio de Carvalho, condamné à 15 ans de prison dans une indifférence quasi générale, a pourtant été le père de la révolution des œillets. Le 25 avril 1974, il conduisait les jeunes capitaines portugais à se battre contre la dictature de Salazar. Carvalho incarne la révolution, il lance l'autogestion, préside à la réforme agraire, les grands domaines sont occupés par les paysans pauvres, il est porté par la foule, Otélio est le héros du Portugal. Après 7 mois d'euphorie, Carvalho est écarté par les militaires modérés du lieutenant-colonel Yanes. Otélio ne renonce pas, c'est un idéaliste. Il se présente à la première élection présidentielle. Il recueillera 16% des voix, les communistes 8 seulement. Pour lui, c'est un succès. Ce sera là sa seule percée électorale. Bientôt, les communistes le prennent pour cible. Les partis traditionnels s'installent, les socialistes, les démocrates. L'extrême gauche s'effondre, entraînant Carvalho. Au présidentiel de 80, il ne récoltera que 4% des suffrages. Il est politiquement fini. En 1984, Otélio de Carvalho sera arrêté. La police découvre que le Front d'Unité Populaire, parti légal, destiné à soutenir son action, s'appuie sur un groupe terroriste, le FP25, les Forces Populaires du 25 avril, à qui l'on reproche l'assassinat de 12 personnes et une vingtaine d'attentats à la bombe. Au Portugal, à l'énoncé du verdict, personne n'a bougé, ou presque. Otélio, le révolutionnaire, qui ne veut être jugé que par l'histoire, appartient au passé. Les œillets fanent aussi. L'économie française dans la grisaille avec les mauvais indices de ces derniers jours, les perspectives qui ne sont guère réjouissantes pour les prochains mois et le franc qui se ressent des fluctuations du dollar. Malgré ce tableau un peu sombre, eh bien Édouard Balladur vient d'annoncer la dernière étape dans la libération des changes. Elle concerne les entreprises et seulement elles, les entreprises qui sont dorénavant autorisées à disposer de ce que l'on appelle des comptes en devises. Et là, je me tourne vers vous, Philippe Sassier, avec 2 questions. Pourquoi maintenant? N'y a-t-il pas des risques au bout du compte? Écoutez Bernard, avec ce qui se passe, effectivement, Édouard Balladur prend un risque. Il y a eu d'âpres discussions au gouvernement pour savoir s'il était opportun de supprimer maintenant le contrôle des changes. Et à l'instant, un très haut fonctionnaire que j'ai eu au téléphone a employé ce mot peu courant dans les rapports d'économie, il est gonflé, il me pardonnera de le répéter. Pour Édouard Balladur, c'est un moyen d'affirmer que les turbulences autour du franc ne le détournent pas de sa politique de libération de l'économie et qu'il joue donc la confiance. C'est un message
politique. Les entreprises sont donc désormais entièrement libres d'ouvrir un compte à l'étranger ou bien d'emprunter. Cela devrait faciliter leur implantation commerciale, qui est une des grandes faiblesses de notre économie et qui explique en partie les mauvais résultats de nos exportations. Un exemple, on compte une seule entreprise française installée en Allemagne pour 2 Allemandes installées en France. Et le rapport du Sénat, présenté hier par Maurice Blin, souligne que l'image des produits français est bonne, mais que nos points de vente à l'étranger sont insuffisants. Les Hollandais, les Suisses, les Belges sont plus présents hors de leurs frontières que les Français. Désormais donc, rien ne devrait nous empêcher de les imiter. Des problèmes dans le ciel de France avec les mouvements de grève combinés des aiguilleurs du ciel et du personnel navigant commercial d'Air Inter. Pour les premiers, la négociation n'a pas permis de sortir de l'impasse. Voici maintenant 5 semaines que les contrôleurs aériens observent un arrêt de travail le matin entre 6h30 et 9h pour obtenir des embauches et une prise en compte des primes dans le calcul de leur retraite. Du côté d'Air Inter, la moitié des vols seront annulés dimanche et lundi. Et maintenant, les pilotes de la compagnie ont déposé un préavis pour les 27 et 28 mai. Alain Doubesky nous éclaire maintenant sur les raisons de ces grèves à Air Inter. Mesdames et messieurs, nous vous informons que nous allons procéder à un service de boissons chaudes gratuites, café ou chocolat. Hôtesses et stewards d'Air Inter exigent que le service café mis en place à bord des avions en février dernier soit défini dans un protocole d'accord interdisant toute évolution du service. En clair, ce personnel accepte de servir le café sur certains vols du matin, les plus longs, mais pas plus. D'autre part, le personnel souhaite obtenir l'application d'un droit au pourcentage sur les recettes provenant des ventes à bord des avions. Air Inter pose des conditions, en particulier pouvoir contrôler le volume des ventes. Il faudrait donc tenir un état des stocks. Nous n'aurons pas le temps, rétorque le personnel navigant commercial. Le dialogue est au point mort. Nous ne parvenons plus à négocier avec la direction et elle refuse maintenant catégoriquement de négocier. Elle nous a reçus hier, nous avions déposé un préavis de 9 jours. Elle nous a reçus qu'hier et nous a notifié que toute négociation était terminée. Pour la direction d'Air Inter, ce mouvement de grève est de l'inconscience face à la concurrence. Il n'est question de céder ni sur l'évolution possible du service café, ni sur le contrôle de l'intéressement du personnel aux ventes à bord. Il n'est pas vraisemblable, il n'est pas logique, il ne serait pas logique de verser un intéressement à une catégorie de personnel sans lui demander d'être responsabilisé sur ce qu'il fait et sans lui demander donc un contrôle, sans la mise en place d'un contrôle. Et nous sommes d'accord pour élaborer cette procédure de contrôle avec le PNC et les organisations professionnelles. La direction d'Air Inter estime par ailleurs qu'en cette période perturbée par la grève des aiguilleurs, le personnel commercial navigant pénalise encore davantage les passagers par un mouvement disproportionné à son motif. Les usagers de la SNCF sont en colère, ou du moins une partie d'entre eux, tous ceux qui bénéficiaient jusqu'à présent d'un tarif d'abonnement qu'on appelait libre circulation et qui concerne les voyageurs qui habitent ce que l'on appelle la grande banlieue, c'est-à-dire plus de 60 km de Paris. Un tarif qui est remis en cause, comprenez qu'il devrait augmenter de manière importante. Alors les usagers ne le voient pas de cet œil-là. Ils avaient annoncé des manifestations, et bien chose promise, chose due. Ils ont occupé aujourd'hui plusieurs voies dans la région de Rouen et ça n'est sans doute pas fini. Il n'y a plus d'obstacle maintenant pour que Chrysler rachète American Motors. Le conseil d'administration de Renault, qui possède 46% du capital de la société, celui d'American Motors et celui de Chrysler, ont chacun donné leur accord à l'opération. Il ne reste plus qu'à obtenir le feu vert des 2 gouvernements qui sont concernés. Geneviève Moll revient sur les conditions et sur l'intérêt de ce contrat, de cette vente. Renault ne sera donc plus constructeur aux États-Unis, mais gardera une place sur le marché américain. Durant 5 ans, en effet, Chrysler commercialisera la Médaillon, la R21 américanisée. Quant à la nouvelle première, qui sortira cet été de l'usine canadienne d'American Motors, elle sera signée Première by Renault. De plus, la firme américaine s'engage à vendre 300 000 exemplaires de cette voiture. Mais l'alliance, la R9 américanisée, disparaît du marché. Sur le plan financier, les actionnaires de la régie ont, en gros, accepté les termes de la lettre envoyée le 9 mars dernier par Chrysler. L'accord est considéré comme bon pour les 2 entreprises. Chrysler hérite des 3 usines d'American Motors, dont la très moderne usine canadienne, et commercialisera la Jeep Cherokee, qui fait un tabac aux États-Unis. Renault met fin à ses pertes américaines, 800 millions de dollars en 5 ans, et espère, grâce à la commercialisation de la Médaillon et de la Première, un volume d'affaires de 3 à 5 milliards de dollars sur 5 ans.
La CGT, qui a toujours été contre American Motors, se déclare satisfaite de la transaction, mais la CFDT estime regrettable que la régie abandonne l'Amérique au moment où elle allait recueillir les bénéfices de 5 années d'efforts. Jean-Dominique Frattoni, l'ancien patron du Casino Roule, interpellé en Suisse, à Lugano, par la police helvétique. Jean-Dominique Frattoni vit en Suisse depuis 1980. Il est recherché par la police française pour banqueroute frauduleuse. Il a été déjà condamné par contumace à 13 ans de prison. Les policiers suisses l'ont interpellé au motif d'activité illégale sur le territoire helvétique. Et puis de violents affrontements entre les forains et le service d'ordre à Mirapolis, ce nouveau parc de loisirs qui vient d'être inauguré à Cergy-Pontoise, je l'apprends. Des renforts de police et de gendarmerie ont été envoyés. Il y a plusieurs blessés, notamment dans les forces de l'ordre, plusieurs blessés qui ont été évacués par des ambulances. Les forains qui sont, vous le savez, opposés à ces nouveaux parcs de loisirs. Il y a tout juste 60 ans, à quelques minutes près, un petit avion se posait à l'aéroport du Bourget. Il venait de parcourir 5800 km et était du même coup le tout premier à avoir traversé l'Atlantique d'un seul coup d'aile. C'était le Spirit of St. Louis, piloté par Charles Lindbergh, avec des images qui appartiennent dorénavant à l'histoire. Souvenez-vous pour ceux qui ont connu cette époque. Voilà, c'était donc le 21 mai 27, 60 ans plus tard, un autre appareil commémorait cet anniversaire. Laurent Boussier, vous êtes en direct du Bourget pour nous en parler. Oui, il y a 60 ans, Charles Lindbergh avait mis 33 heures et 39 minutes pour relier d'un coup d'aile direct New York à Paris. C'était il y a donc 60 ans. Aujourd'hui, pour commémorer cet événement, un Concorde d'Air France est passé à la verticale de la piste du Bourget. Ce Concorde, il n'a mis aujourd'hui que 3 heures et 27 minutes à 2000 km/h. 30 heures de gagné en 60 ans. Autre événement, c'était la commémoration aujourd'hui de ce 60e anniversaire. La Fondation Lindbergh a fait revoler le Spirit of St. Louis. Pas l'original évidemment qui est exposé en ce moment au musée de l'aéronautique à Washington, mais une réplique exacte, même poids, même taille, même volume. Vous allez voir dans quelques instants cet avion qui a volé, qui a atterri il y a quelques instants également au Bourget. C'est exact, c'est la réplique exacte, Laurent. La réplique exacte, pilotée par un fanatique de l'aviation, même poids, des matériaux de l'époque, et puis mêmes instruments de bord pratiquement absents du tableau de bord. Mais il n'a pas traversé l'Atlantique. Il n'a pas traversé l'Atlantique. Le 21 mai 1927, quand il a réussi son fantastique exploit, Charles Lindbergh avait 25 ans. Ce soir, s'il revenait au Bourget, eh bien, il ne serait pas dépaysé. Il y a son avion derrière. Il y a même sa petite nièce, qui est Wendy, qui est à côté de moi. Il y a des gens habillés en costume d'époque. Et il y a surtout sa statue qui vient d'être inaugurée il y a quelques instants par le ministre des Transports, Frère Miennery. Alors, on a parlé Rapidement, Laurent, parce qu'on est un peu pressé. Oui, je disais qu'on a parlé de l'amitié et de la coopération aéronautique entre les États-Unis et la France, une coopération qui déjà à l'époque, il y a 60 ans, était limite, puisqu'il y avait une grande bagarre entre les pilotes français et les pilotes américains pour savoir lequel ferait le premier cette traversée. Une bagarre qui continue aujourd'hui, puisque vous savez qu'entre Airbus et Boeing, la bagarre commerciale cette fois est de plus en plus dure. Merci Laurent. Il y a 60 ans donc, Charles Lindbergh se posait au Bourget. Nous allons parler rugby maintenant avec la Coupe du Monde qui débute demain, ou plutôt cette nuit en Nouvelle-Zélande. Ce sera d'ailleurs en direct sur Antenne 2 à partir de 5 heures du matin, donc demain matin. Alors tout ça vous réveille. Mais pour le moment, Dominique Leglou nous rappelle tout à la fois l'enjeu et la procédure de cette toute première Coupe. Au menu de cette première Coupe du Monde de rugby, 16 équipes invitées réparties en 4 poules de 4 nations affamées de rugby. La poule 1, avec l'Australie, l'Angleterre, le Japon et les États-Unis, favoris Australie-Angleterre. La poule 2, avec l'Irlande, le Pays de Galles, le Canada et Tonga, favoris Irlande et Pays de Galles. Le Tonga, vous savez ce que c'est un petit État? Vous ne voyez pas le point rouge à droite? Allez, un petit effort, on va vous aider. Le cercle rouge dans le Pacifique, ce sont les îles Tonga au large de l'Australie. La poule 3, avec la Nouvelle-Zélande, l'Argentine, Fidji et l'Italie favoris, Nouvelle-Zélande et Argentine. Enfin, la poule 4 avec la France, l'Écosse, la Roumanie et le Zimbabwe. Favoris, la France et l'Écosse. Les 2 premiers de chaque poule qualifiés pour les quarts de finale. En ce qui concerne la France, si elle remporte son groupe, elle devra affronter le 2e du groupe 3, normalement l'Argentine. Si elle termine 2e, devancée par l'Écosse, elle affronterait la Nouvelle-Zélande. Aïe aïe aïe, les choses se gâtent. En principe, tout est fait dans ces 4 poules pour retrouver des demi-finales idéales. Les 4 meilleures équipes du monde, soit la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Irlande et la France. Alors,
Quel objectif pour la France de Jacques Fourou? L'objectif optimiste, c'est de participer aux demi-finales. Il ne faut pas espérer moins, hein, puisqu'on a l'Écosse et l'Argentine sur notre route, mais c'est la moindre des choses après avoir gagné le Grand Chelem, d'espérer battre au moins ces deux nations. Donc l'Écosse, ça ne sera pas facile, et l'Argentine nous a battu un test sur deux il y a un an. Ensuite, participer aux demi-finales, c'est aussi rencontrer et les Australiens ou les Néo-Zélandais, et là, les deux meilleures équipes de cette compétition qui jouent chez elles, donc avec un avantage certain. Certes, la France avait battu la Nouvelle-Zélande à Nantes, mais cette fois, il faudra jouer en Nouvelle-Zélande, à Christchurch ou à Auckland. La tâche se complique. Les demi-finales auront lieu à Sydney et Brisbane, en Australie. Quant à la finale, elle aura lieu le 20 juin à Auckland, en Nouvelle-Zélande. La France du Grand Chelem rêve de cette première Coupe du Monde. Une épreuve sportive où il manquera à l'URSS et surtout les Springboks, les grands absents de cette compétition. Voilà, demain matin à 5 h, donc ce sera Nouvelle-Zélande-Italie, et puis après-demain, donc vendredi, ce sera France-Écosse, toujours à 5 h du matin. Au total, 15 matchs que vous pourrez suivre sur Antenne 2 si vous êtes matinal. Le classement de la Transat maintenant, avec en image, en principe, ce classement à moins de 1500 000 de l'arrivée. Eh bien, Eric Tabarly a réussi à dépasser le Suisse Pierre Fellman dans la nuit de mercredi à jeudi. À bord de Côte d'Or, le Français suit une route beaucoup plus au nord, il faut le savoir, que celle de son rival. À 15 h, Tabarly distançait Fellman de 27 000 et Alain Gabet de 61 000 lors de ce tout dernier pointage. Le Suisse allait un peu plus vite que le Français, un peu plus de 10 nœuds contre un petit peu plus de 9 pour Tabarly. Il me reste à vous donner maintenant les résultats du quartet qui se courait aujourd'hui, les résultats sans les rapports car nous ne les possédons pas encore, ces rapports. 4, 11, 5 et 8, donc voici la combinaison de ce quartet, 4, 11, 5 et 8. Et puis eh bien la météo, maintenant une météo pour tous les goûts en définitive. Oui, c'est vrai, une météo qui joue sur tous les tons, du plus sombre au plus clair, et le dégradé se fait d'est en ouest. Alors nous allons regarder la carte, il a fait très très mauvais aujourd'hui sur le nord-est et la neige tombait dès 290 mètres d'altitude. L'image satellite plutôt avec une perturbation et on voit bien qu'elle prenait place surtout sur le nord-est du pays. Elle s'enroule autour d'un centre dépressionnaire qui est situé sur la mer du Nord et elle tourne et elle tourne et elle tourne et c'est ce qu'on appelle les retours d'est. Alors il y en aura encore demain. Regardons la carte et ce mauvais temps touchera encore le Nord, les Vosges, le Jura, les Alpes avec nuages, pluie, neige dès 500 mètres et ce mauvais temps gagnera en milieu de journée la Normandie, le bassin parisien jusqu'au Massif central avec tout de même de toutes petites éclaircies mais beaucoup d'averses. Éclaircies sur l'Atlantique, elles seront un peu moins généreuses qu'aujourd'hui, mais du vrai beau temps sur tout le flanc sud. Et les températures, elles baissent encore légèrement. Nous perdons partout 1 degré. Nous irons de 8 à 14 sur la moitié nord en milieu d'après-midi et de 13 à 20 degrés sur la moitié sud. Alors en ce vendredi 22 mai, nous aurons 2 minutes de soleil en plus. Il se lèvera à 6 h 03, se couchera à 21 h 32 et ce sera la Sainte-Émile. Dernier journal, ce sera avec Hervé Claude ce soir aux environs de 22 h 45. Demain, premier rendez-vous 6 h 45, c'est Télématin. Et c'est Michel Drucker qui sera l'invité de Paul Naon pour les 4 vérités. Bonsoir, à demain 20 h. N'oubliez pas, ce soir, vous avez rendez-vous avec, tout simplement, avec Résistance qui sera consacrée aux good people et aux exclus du monde entier. Voilà, c'est avec Noël Mamère tout à l'heure. Bonsoir.